Bonsoir à tous et bienvenue au 20h30 sur Tchad 24 International. Au sommaire de l'actualité de ce 16 octobre 2025, l'ONG La Voix de la Femme a lancé une levée de fonds couplée à la présentation de son projet de soutien à la scolarisation des jeunes filles vulnérables. Une affaire immobilière vieille de près de 50 ans refait surface au Tchad. Vous entendrez Maître Ndi Lauro Lucas à ce sujet dans cette édition. Et puis le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamid Louni, s'est entretenu avec les responsables des fédérations nationales sportives en prélude à la saison sportive 2025-2026. Bienvenue une fois de plus en prélude du lancement de la saison sportive 2025-2026. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamid Louni, s'est entretenu avec les responsables des fédérations nationales sportives ce jeudi 16 octobre. Il a ainsi profité de l'occasion pour encourager ces porte-étendards du drapeau tchadien. Suivez. Cette année, nous avons bien voulu placer la rentrée sportive sous le signe de la promotion et du développement des sports scolaires. En effet, conformément à ces missions, le ministère de la Jeunesse et des Sports est chargé de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de la jeunesse et des sports. À ce titre, il travaille étroitement avec les associations du mouvement sportif, dont les fédérations nationales et sportives, pour la mise en œuvre de l'action publique partenariale en matière de sport, notamment la concrétisation du chantier 4 du programme politique du chef de l'État. C'est à ce titre que je vous adresse ce jour un appel solennel à renforcer votre engagement dans la promotion des sports scolaires, une étape fondamentale pour le développement de nos jeunes et la vitalité de notre système éducatif et sportif. Les sports scolaires constituent le socle de l'éducation physique et sportive, contribuant non seulement à la santé et au bien-être de nos élèves, mais aussi à l'apprentissage des valeurs de respect, de solidarité et de dépassement de soi. C'est également un vivier important de talents, un incubateur d'avenir pour nos équipes nationales. C'est dans cette optique que le ministère de la Jeunesse et des Sports vous invite à vous joindre à cette initiative qui sera lancée officiellement le 22 octobre 2025 au stade olympique Maréchal Idriss Déby Itno. Une réunion d'échange rassemblant les 23 délégués en vue de la préparation du 5e congrès du Conseil des 21 provinces s'est tenue aujourd'hui dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères, nous dit Odette Mekila. Cette assise, qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs de l'événement prévu les 27 et 28 octobre 2025, a pour objectif principal d'échanger avec les 21 délégués provinciaux afin d'élucider et de résoudre les différentes difficultés entravant la réalisation de ce projet d'envergure. Face aux défis logistiques et organisationnels inhérents à un rassemblement d'une telle ampleur, cette rencontre est cruciale pour harmoniser les visions et consolider les mécanismes en place. Elle démontre la volonté des organisateurs de garantir le succès et du congrès hautement symbolique. Intervenant à cette occasion, Abaka Kamis Mahmoud, vice-président du comité d'organisation, a souligné la portée fondamentale de ce projet. Il a précisé que ce congrès ne se limite pas à une simple assemblée, mais qu'il vise à offrir une plateforme essentielle à la jeunesse tchadienne. À partir de ces congrès, on doit avoir une image positive du CNJT. Vous savez, actuellement, le Conseil national traverse vraiment une période très difficile. S'ils étaient organisés, si le bureau était là en train de travailler normalement, je pense que nous ne serons pas là ici aujourd'hui pour organiser un congrès. C'est eux qui devraient organiser leur congrès. Je me souviens très bien, le premier bureau de Ahmad Guémé avait des problèmes. Le ministère a organisé un congrès. Moi qui vous parle aujourd'hui devant vous, j'étais un ancien membre du Conseil national de la jeunesse. C'est parce que c'est le ministère qui a organisé un congrès. À notre sortie, il y avait un problème, c'est le ministère qui a organisé. Cette année encore, c'est la même chose. Donc pour cette fois-ci, raison pour laquelle nous avons même changé le mode de scrutin.
Ces propos mettent en lumière l'ambition de faire de ce congrès un catalyseur de cohésion sociale et un levier pour le développement national. En rassemblant la jeunesse des 4 coins du pays, l'événement aspire à forger une vision commune, à renforcer les liens fraternels entre les communautés. Tous les regards sont tournés vers la jeunesse tchadienne, dont la mobilisation, l'engagement sont perçus comme des piliers indispensables pour l'édification d'un avenir pacifique et prospère pour le Tchad. Ouvert le 15 octobre 2025 à N'Djamena, le 8e congrès de l'Union des syndicats du Tchad, UST, a pris fin ce 16 octobre 2025. Pendant 2 jours, les congressistes venus des différentes provinces ont échangé sur l'unité syndicale, les bilans des activités et les perspectives d'un travail décent pour tous. Hamta Tansou. Les travaux du 8e congrès ordinaire de l'Union des syndicats du Tchad UST se sont poursuivis ce jeudi avec des débats autour des rapports moraux et financiers présentés la veille par le secrétaire général et le trésorier général. Ces échanges ont permis d'évaluer le chemin parcouru par l'organisation au cours des 3 dernières années, notamment dans la mise en œuvre du pacte social triennal signé avec le gouvernement en octobre 2021. L'un des moments forts de la journée a été l'élection des membres du Conseil national syndical CNS et du bureau exécutif de l'UST. Ces élections, très attendues, ont finalement abouti à un consensus ayant conduit à la formation d'un bureau de 31 membres. 3 figures majeures du mouvement syndical ont été reconduites à leur poste. Barka Michel, président, Younous Mahadjir, vice-président, et Gounou Vaima Ganfaré, secrétaire général. Après l'adoption des actes du congrès, la lecture des motions et recommandations, ainsi que la présentation du nouveau bureau exécutif national, la cérémonie de clôture a été marquée par le discours du président réélu. Dans son intervention, Barka Michel a lancé un appel à la synergie d'action entre les différentes composantes syndicales pour relever les défis du monde du travail au Tchad. Nous sortons de ce congrès avec des instruments qui doivent nous permettre, j'en suis sûr, de redynamiser notre centrale et d'aller encore plus de l'avant. Ce 8e congrès s'achève sur une note d'espoir avec des résolutions fortes en faveur d'un syndicalisme plus dynamique, inclusif et ancré dans la réalité du terrain. Au sortir des assises, les participants ont livré leurs impressions que je vous invite à suivre. L'UST travaille toujours par consensus. Et donc, c'est par consensus que les conseillers nationaux, conseillers syndicaux ont décidé de reconduire l'ancien bureau. Vraiment, ce congrès m'a impressionné. C'est un réel congrès là même. Parce que ce travail qu'on a fait là, normalement ça devrait durer 3 jours ou 4 jours. Mais en 2 jours seulement, on arrive à décanter beaucoup de situations. Nos leaders sont des leaders qui se sont donnés dans la lutte syndicale, au sacrifice de leur vie. Et cela a vraiment marqué les congressistes. Cela a touché en profondeur les congressistes et ils leur ont donné cette confiance-là. Mon souci est que tout ce qu'on a vraiment énuméré comme recommandement, vraiment, je dis qu'il faut que le gouvernement vraiment nous mette quand même chapeau dessus. Il faut que le gouvernement prenne ça là en considération pour qu'on améliore un peu la situation du Tchad. Ce qu'il faut noter, premièrement, c'est que c'est par rapport à leur ténacité qu'on a décidé en consensus de les reconduire. Et aussi, il faut comprendre aussi qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Parce qu'avec eux, on a fait beaucoup de choses qui sont restées encore inachevées. On préfère que ce soit eux qui soient au devant de la scène pour l'achèvement. Le Forum de la jeunesse sahélienne Youth Connect Sahel, 2e édition, s'est achevée hier à N'Djamena sur une note de satisfaction. À l'occasion, le ministre tchadien de la jeunesse et des sports, Maïdé Hamid Loni, a offert un dîner aux participants en signe de reconnaissance. On fait le point avec Biaktibo Emmanuel. C'est un dernier moment de partage entre jeunes sahéliens à cette soirée avant le retour des participants venus de nombreux pays. Ils s'étaient réunis du 13 au 15 octobre au forum qui a permis de mettre à plat les défis sécuritaires, environnementaux et de justice sociale des pays sahéliens en quête de la souveraineté politique et socio-économique. À ce rendez-vous,
Plusieurs thématiques ont été abordées allant de l'inclusion de la jeunesse à la gouvernance, de la formation professionnelle à l'emploi et à l'entrepreneuriat, de l'éducation à la culture, de la diversité. Comme solution, les jeunes sahéliens décident de communier autour des objectifs, ce qui lève tout cliché sur le Sahel pour lui redonner une image nouvelle, celle d'un Sahel prêt à développer ses atouts, à offrir à sa jeunesse la meilleure vie possible et à se positionner en grande pompe comme zone d'investissement et ouvert aux marchés mondiaux. Lors du dîner offert par le ministre tchadien de la Jeunesse et des Sports, Meïdé Hamid Louni, des actions de reconnaissance ont été rendues aux facilitateurs du Forum de la jeunesse sahélienne You Connect Sahel, des présents qui définissent le Sahel. Les participants ont exprimé leur satisfaction quant à la réussite de cet événement régional et s'y sont donné rendez-vous pour la 3e édition de You Connect Sahel de 2026 qui se tiendra au Niger. Dans le cadre de la 8e édition de la campagne Ma fille va à l'école, l'ONG La Voix de la Femme a lancé une levée de fonds couplée à la présentation de son projet de soutien à la scolarisation des filles vulnérables. La cérémonie, organisée dans un hôtel de la place, a été présidée par la coordinatrice de l'ONG Amina Tidjani Yaya en présence de plusieurs partenaires et invités. Marouchka Cécile. Placée sous le thème « Une fille à l'école, une nation qui avance », cette initiative ambitionne d'améliorer les conditions éducatives des filles vivant dans des zones rurales de 23 provinces du pays. Elle vise à leur offrir une chance égale d'accéder à l'éducation, gage d'un avenir meilleur pour elles et pour la société tchadienne. Madame Amina Tidjani Yaya, présidente de l'ONG Voix de la Femme, a rappelé que ces projets s'inscrivent dans le cadre du programme Brunch Educ Girls, qui milite pour la promotion de l'éducation des jeunes filles et la réduction des inégalités scolaires. Les projets que nous soutenons ce matin sous le nom du Brunch Educ Girls visent à escolariser des filles dans les zones rurales et urbaines. Nous voudrions leur donner accès à une éducation de qualité, leur permettre de développer leurs compétences et leur confiance en elles-mêmes. Nous voulons leur donner les outils nécessaires pour réussir dans la vie et devenir des leaders dans leur communauté. Elle a également lancé un appel à la population et aux personnes de bonne volonté pour soutenir cette campagne par des contributions à divers niveaux afin que chaque fille, où qu'elle se trouve au Tchad, puisse aller à l'école. Lancement couplé à la Journée internationale de la fille, la Journée de la femme rurale est célébrée ce 15 octobre à Bedjondo, chef-lieu du département du Mandoul occidental, autour du thème « La fille que je suis, le changement que je mène, les filles en première ligne ». C'est le préfet du département du Mandoul occidental, Mamaïra Abba Adi, qui a présidé cette cérémonie. Dominique Didot, correspondance. Cette double cérémonie organisée par l'ONG BAS dans le cadre de son projet Passe-Face 2 vise à faire entendre la voix des femmes à travers différents maux qu'elles subissent, freinant leur plein épanouissement et leur autonomisation. À cette occasion, les filles de cette contrée, à travers leur représentante Madjilem Nadej Aïra, ont adressé un plaidoyer relatif au droit à l'éducation, à lutter contre les harcèlements et les violences basées sur le genre, l'accès égal aux ressources, garantir un avenir promoteur, mais aussi autonomiser les filles. Les femmes, de leur côté, plaident pour la reconnaissance de leur rôle dans la sécurité alimentaire, de lutter contre les inégalités et discriminations, d'investir dans les infrastructures sociales, leur autonomisation et leur participation à la vie politique, leur protection et leur résilience. Dr Rondoba Firmé, chef de projet Passe-Face 2 de l'ONG Base Mandoul, reconnaissant l'apport des femmes dans différents domaines, s'est exprimé en ces termes. Le progrès commence par l'autonomisation des filles et des femmes. À travers le projet Passe-Face 2 dans le Mandoul, nous travaillons chaque jour à renforcer l'accès des femmes et des jeunes filles aux soins de santé de qualité, promouvoir la planification familiale et la santé mentale, lutter contre les violences basées sur le genre et soutenir l'autonomisation économique et sociale des femmes rurales. Moudalbaï Nadoumgue, planificateur à la délégation provinciale de la femme, représentant la déléguée, estime que les femmes font face à plusieurs défis. Les pratiques traditionnelles néfastes telles que les
l'excision, le mariage précoce, le mariage forcé, conduisant à la déperdition scolaire. Lançant officiellement cette double cérémonie, le préfet du département de Mandoul occidental, Maïmara Abba Adji, souhaite que cette célébration apporte un changement positif. Vous devez éduquer, sensibiliser et dénoncer les mauvaises pratiques pour briser la violence basée sur le genre et bâtir une société où les filles vivent en paix. Que cela apporte un changement. Une pièce théâtrale mettant en lumière les maux qui minent le développement des femmes, mais aussi différentes danses ont été présentées. Il faut noter qu'un jeu concours de culture générale et des textes répréhensifs a été organisé, ce qui a permis de remettre plusieurs cadeaux aux différents gagnants. Le projet Souhait de Plus forme les prestataires des services de prise des survivantes des violences basées sur le genre sur les fondamentaux de leurs prérogatives en vue de maximiser les acquis du projet à l'attention des bénéficiaires. C'est le secrétaire général de la province du Mandoul qui a présidé la dite cérémonie. Dominique Didéo, une fois de plus. Initié par le projet Souhaite Plus, cet atelier vise à former et renforcer les capacités des prestataires de services de prise en charge des survivants de violences basées sur le genre. Durant 3 jours, les participantes et participants se focaliseront sur les modules essentiels pour faire face aux questions de prise en charge de ces survivantes qui veulent du réconfort psychologique, médical et juridique, mais surtout d'accompagnement afin de relever le défi. À cette occasion, la chef de mission Amina Hamid Abdoulaye, par ailleurs responsable VBG au projet Souhaite Plus, a rappelé les biens fondés de cette formation. La problématique des violences basées sur le genre est en effet une réalité qui n'épargne aucune de nos communautés. Elle affecte non seulement les survivantes, mais elle fragilise aussi le tissu social et freine le développement économique et humain de toute la province. Votre rôle est déterminant pour créer un environnement protecteur, sûr et bienveillant envers toutes les victimes des violences. Ismaël Adam Hamid, directeur général de la promotion du genre et de l'autonomisation de la femme au ministère de la Femme et de la Protection de l'Enfance, martèle que la protection des survivantes est une priorité du ministère. C'est pourquoi il est impératif d'outiller ces acteurs. Le ministère de la Femme et de la Petite Enfance mesure l'importance capitale de votre rôle. Vous êtes les maillons essentiels de la chaîne de prise en charge. Vous êtes ceux et celles qui offrent les premiers contacts. Ouvrant les assises, le secrétaire général de la province du Mandoul, Dimas Ndidboum, se dit conscient des défis de violence basés sur le genre et que le gouvernement se met à abolir. Il appelle ensuite les participants à plus d'attention. Cette formation représente une occasion précieuse d'apprentissage, d'échange et d'appropriation des compétences nouvelles pour mieux soutenir les victimes de violences basées sur le genre. Je vous encourage à jouer un rôle fondamental dans la fourniture de secours, de conseils et de soutien aux personnes touchées par ces violences. Cette formation de ces acteurs de prise en charge des survivantes est à sa 4e étape après le Kanem, le Wadaï et le Guéra et se poursuivra dans 13 autres provinces. Je le disais à l'entame de cette édition, une affaire immobilière vieille de près de 50 ans refait surface au Tchad après une décision controversée de la Cour suprême dépossédant les héritiers Mbodoucheti d'un immeuble pourtant reconnu leur appartenant par plusieurs jugements définitifs. Leur avocat, Maître Ndi Lauro Lucas, dénonce une grave entorse au procès équitable et appelle le président de la République à intervenir pour préserver l'état de droit. Suivez. Par cet arrêt prétendu rendu sur pourvoi dans l'intérêt de la loi, la Cour suprême casse et annule sans renvoi l'arrêt civil numéro 004/2018 du 15 janvier 2018, rendu par la Cour d'appel de N'Djamena, qui évoque et statue à nouveau comme si elle était saisie d'un pourvoi des parties au procès pour infirmer le jugement civil numéro 091/2011 du 20 avril 2011, rendu contradictoirement entre les parties au procès par le tribunal de première instance de N'Djamena, et déboute les héritiers Mbodou Seyti de leur demande sans leur comparution, tout en déclarant l'État tchadien non comparant légitime propriétaire de l'immeuble Kérélé, 6 au quartier résidentiel à N'Djamena, îlot 44, lot 6, d'une superficie de 1500 mètres carrés.
Cette décision rendue 7 ans plus tard, sous le prétendu prétexte du pourvoi dans l'intérêt de la loi, mais qui, en réalité, est rendue dans l'intérêt de l'une des parties, viole, d'une part, l'esprit et la lettre de cette voie de recours qui n'a pas vocation à modifier les effets de la décision primitive, lesquels demeurent entre les parties et d'autre part, viole le principe du contradictoire, le droit d'être entendu, voire tous les principes directeurs du procès équitable et enfin, crée une insécurité juridique et judiciaire, gage d'une confiance de la population en la justice. Nous appelons à l'intervention du président de la République, garant de la justice et de l'état de droit, car la justice est le socle de toute démocratie et lorsqu'elle s'écarte de la légalité, c'est l'ensemble de la société qui vacille. Tour d'horizon de l'actualité internationale de ce jeudi 16 octobre 2025 avec Dela Nathalie. Au Cameroun, des affrontements ont opposé la police à des manifestants mercredi dans les rues de Douala après la déclaration unilatérale de victoire d'Issa Choroma Bakari à l'élection présidentielle du 12 octobre. Une forte présence sécuritaire était visible dans les métropoles côtières tandis que des douilles, des gaz lacrymogènes jonchaient le sol témoignant de la violence des airs. La répétition de tels épisodes alimente les inquiétudes sur la stabilité politique du pays alors que la population attend dans la tension de l'incertitude la proclamation officielle des résultats du scrutin. Pendant ce temps, en Tunisie, plusieurs milliers d'habitants de Gabès ont convergé vers le complexe du groupe chimique tunisien pour en réclamer le démantèlement, répondant à l'appel du collectif Stop Pollution. Cette mobilisation parmi les plus importantes de ces dernières années fait suite à une nouvelle vague d'intoxication ayant conduit 122 personnes à l'hôpital, dont de nombreux élèves et riverains. Aux abords de l'usine, des forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes pour disperser la foule, provoquant des évanouissements et des scènes de panique. À Madagascar, le colonel Michael Randria Nirina, commandant d'unité d'élite de l'armée, sera investi président ce vendredi 17 octobre, a annoncé mercredi l'état-major. Le nouvel homme fort du pays qui rejette les termes de coup d'État et parle d'une prise de responsabilité, promet d'organiser des élections dans un délai de 18 à 24 mois, ainsi qu'un processus de consultation pour désigner rapidement un premier ministre. L'Union africaine, de son côté, a condamné fermement ce changement anticonstitutionnel et suspendu Madagascar de toutes ses instances jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Et enfin, à Nairobi au Kenya, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, refait parler de lui. Condamné à mort par contumace fin septembre pour trahison et crime contre la paix, il a convoqué dans la capitale kenyane un conclave de 2 jours réunissant plusieurs opposants au président Félix Tshisekedi. Baptisé conclave de forces politiques et sociales sur l'avenir du pays, la rencontre s'est conclue par la création d'un mouvement nommé Sauvons la République démocratique du Congo, que Kabila présidera. Une réapparition politique qui ravive les tensions entre l'ancien et l'actuel pouvoir congolais. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes et à demain, Inch'Allah.